Bonsoir, bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue pour ce nouveau webinaire On Future. On est ravis de vous accueillir ce soir. Ça fait très longtemps qu'on n'a pas fait un webinaire en live. On a fait des événements présentiels au mois de novembre, au mois de janvier, tout récemment au mois de février. Toujours sur nos thématiques, hein, les thématiques qui nous sont chères, le marketing, la communication, la vente, la productivité d'une manière générale, l'impact de l'IA sur nos métiers. Et ben, ce soir, on va de nouveau partir sur ce sujet, puisqu'on va parler de Notebook LM, qui est un outil que l'on trouve avec Florent passionnant. Et Florent a eu la gentillesse d'accepter de venir nous en parler aussi, puisqu'il l'utilise. Comment ça va, Florent? Super Fred, je me réjouis de partager et d'échanger sur Notebook LM, en fait, avec grand plaisir. Eh ben, top. Merci beaucoup, en tout cas, encore une fois, pour ta participation. N'hésitez pas à nous mettre dans le chat un petit message pour nous dire si vous nous entendez bien, s'il n'y a pas de problème. On a changé de plateforme. Nouvelle année, nouvelle plateforme, j'ai envie de dire. Et on est ravis de pouvoir utiliser cette plateforme avec vous. Vous avez un chat dans lequel vous pouvez évidemment poser toutes vos questions. On enregistre ce live, ce qui nous permettra aussi de vous envoyer un replay ou d'envoyer un replay à ceux qui nous regarderont ultérieurement. On les salue déjà d'avance. Et on va, sans plus tarder, j'ai envie de dire, démarrer sur notre sujet qui est Notebook LM. On va poser un peu de contexte, on va parcourir l'outil dans ses fonctionnalités générales afin que vous puissiez vous rendre compte un peu de quoi on parle. C'est un outil qui est intéressant aujourd'hui parce qu'il est gratuit pour l'instant. C'est un outil qui est entièrement produit par Google et on va donc échanger sur ce sujet-là. On a quelques slides pour faciliter l'échange et faciliter le partage d'informations. Donc, on va vous partager tout ça. C'est OK pour toi, Florent, Eh au ben, niveau du allons-y, son? super, non, c'est nickel. Très bien. Alors, parfait. Allons-y. On va regarder tout ça. Je vais juste partager mon écran. N'hésitez pas à nous faire un coucou dans le chat, à nous dire où vous êtes. Parfois, vous êtes très très loin, mais ça nous fait plaisir de vous avoir avec nous. On partage ça. Donc, on a quelques slides. Et encore une fois, vous partagez de l'info sur Notebook LM. Donc, Notebook LM, c'est un outil d'IA qui est gratuit aujourd'hui. Alors, il existe en version de base gratuitement et on a des fonctionnalités dans le mode plus dont on va parler. Et le but, c'est évidemment de vous le présenter, hein. Notebook LM, c'est un outil gratuit de Google qui est conçu pour interpréter et synthétiser différentes sources d'informations. Il travaille avec l'IA de Gemini à la base, Gemini, et on le trouve nous intéressant parce que, à l'inverse d'un ChatGPT ou d'un Claude, il permet de traiter beaucoup de sources simultanément et surtout de sélectionner les différentes sources avec lesquelles on veut travailler. Bien sûr, il a les mêmes sécurités, les mêmes limites que les autres outils à l'heure actuelle, hein, puisque Gemini est un moteur d'IA qui se base sur le même qu'OpenAI, sur GPT ou sur celui de Claude. Et il y a plusieurs choses à prendre en compte. La première, surtout, ne partagez pas de données confidentielles avec ces outils-là. Ça reste des outils qui sont hébergés sur des serveurs privés par des entreprises privées, bien sûr. Donc, pas de données confidentielles, évitez les noms, évitez les numéros de téléphone, bien évidemment les coordonnées bancaires et j'en passe. Et puis, bien sûr, ce sont des IA qui peuvent produire des erreurs, même si, je ne sais pas si tu es d'accord avec moi, Florent, mais je pense qu'on a quand même moins de risques d'erreur étant donné qu'on source vraiment l'outil avec un grand nombre de sources. Je ne sais pas ce que tu en penses. Ouais, je pense qu'effectivement, en fait, donc cet outil-là, il va se nourrir des données et des sources qu'on lui fournit, en fait, sous différents formats. En fait, on va pouvoir lui fournir des PDF, on va pouvoir lui fournir des vidéos YouTube, des documents Word. Donc, effectivement, il va travailler sur ces éléments-là. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il va se baser uniquement sur ces éléments-là. C'est-à-dire, si je lui pose des questions qui n'ont rien à voir avec les documents que je charge, bah, cet outil-là, il va pas être capable de me répondre. Juste un point que si à mon avis un peu plus positif, en fait, on est quand même dans un environnement qui est un peu plus sécurisé que ChatGPT, dans le sens où on est un petit peu dans un vase clos, et c'est un petit peu la volonté de Google, en fait, avec ce nouvel outil, de faire en sorte que vous travaillez dans un vase clos avec vos propres données, de manière un peu similaire à ce qu'on pourrait avoir du côté de Microsoft avec Copilot. C'est-à-dire que je vais pouvoir travailler du traitement sur mes données sans que cet outil-là il permette d'entraîner son moteur avec mes données en fait. Et je dirais que c'est une des grosses différences et un des gros avantages de l'outil, hein. Effectivement, tu disais en préparant ce webinaire que c'est un peu le copilote des outils Google parce qu'il permet de faire des choses un peu similaires dans un environnement où on peut le connecter potentiellement, on pourra en tout cas potentiellement le connecter aux outils Google à terme.
Bah, moi, je pense que l'évolution naturelle de Notebook LM, en fait, c'est de pouvoir faire en sorte que je puisse demander à cet outil-là d'aller traiter mes emails Gmail, de m'en faire des résumés, de me faire des propositions de réponses, de m'aider à la rédaction dans Gmail. La même chose sur tout ce qui est dans mon Google Drive, en fait. Faire en sorte que je puisse avoir des analyses dans Google Slides, dans Google Sheet. Et on sent que c'est une petite graine qui est en train de pousser qui aujourd'hui, bah, en fait, elle est hyper intéressante parce que j'ai possibilité de sélectionner mes sources et puis j'ose imaginer que l'avenir de la solution va faire en sorte que je puisse travailler sur l'intégralité de mes données qui sont stockées dans l'environnement Google, un petit peu comme je peux le faire aujourd'hui avec Copilot, en fait. On peut même envisager que bah, cet outil-là, à court terme, il permette de faire de la prise de notes dans mes séances Google Meet ou qui m'aide à gérer mon calendrier de manière 100% efficace et automatisée, en fait. Très bien. Le choc des titans, Google, Microsoft, c'est ce soir que ça se passe. Bienvenue dans ce webinaire On Future. Sur les fonctionnalités clés et les avantages, notamment pour les entreprises, si vous en faites une utilisation professionnelle, c'est ce qu'on disait tout à l'heure avec Florent, on peut importer des sources variées. Hein. Donc on verra après avec un cas concret, mais on peut le nourrir avec des sources variées. Il supporte très très bien les PDF. Il supporte aussi les sites web à partir du moment où ceux-ci sont lisibles. C'est le même problème qu'avec ChatGPT. Des Google Docs, des présentations. Et c'est un espace centralisé dans lequel on peut uploader jusqu'à un grand nombre de sources. J'ai plus le chiffre exact en tête, je ne me 50. rappelle plus. 50 dans la version 50, voilà. gratuite. 50, c'est ça, sur un même sujet. Donc, c'est-à-dire qu'on crée un notebook, un carnet de notes sur un sujet, et on peut rentrer jusqu'à 50 sources différentes. Moi, il m'est arrivé aussi de partager des vidéos, des liens directs depuis YouTube. Hein. Il va prendre le contenu de ces vidéos. Donc, c'est vraiment intéressant. On peut évidemment lui poser des questions précises et il va avoir des réponses qui sont référencées. C'est-à-dire que j'ai ma liste de sources à côté, j'ai mes 50 sources, je vais lui poser des questions et avec une petite astérix, enfin un chiffre de mémoire, il va pouvoir référencer la source dans le document. Donc ça permet aussi de pouvoir citer ces sources, ou en tout cas retrouver dans ces sources le contenu, d'où est-ce que ça vient, etc. Et puis évidemment, il fait de la génération de contenu automatisé, donc on peut lui demander de générer des textes, même si c'est pas pour moi le plus doué là-dessus. Hein. Il m'arrive, moi, de repasser dans un Claude ou un GPT une fois que j'ai eu l'essence de mon contenu avec Notebook LM, mais ce n'est que mon avis personnel. En revanche, il va pouvoir générer des choses très, très typées et notamment quelque chose qui nous a assez fasciné avec Florent dès les débuts de l'utilisation de Notebook LM, c'est ce fameux podcast. Florent, qu'est-ce que tu penses de cette fonctionnalité podcast? Eh ben, elle est plutôt bluffante, dans le sens où effectivement, voilà, sur la base de nos données, en fait, on a voilà, simplement un petit bouton sur lequel on va pouvoir appuyer. On va bien entendu vous montrer tout ça tout à l'heure. Et puis, ça va prendre effectivement quelques minutes à l'outil pour pouvoir générer un podcast qui peut être dans différentes langues. Hein. On a même possibilité de l'avoir en langue française avec un accent qui s'améliore au fur et à mesure du temps. Avant, on avait un petit accent québécois qui est gentiment en train de se lisser pour rendre les choses beaucoup plus naturelles. Et puis, une nouvelle fonctionnalité qui est sortie dernièrement où on a même la possibilité de s'intégrer dans ce podcast. C'est-à-dire qu'au moment où je lance la lecture du podcast, j'appuie sur un petit bouton et je vais pouvoir alimenter le podcast avec mes propres questions et en live et je vais pouvoir interagir dans le podcast. Ce qui est assez bluffant. Je ne connais pas beaucoup d'outils comparables qui permettent de faire la même chose avec un tel niveau de qualité. Et c'est pour moi, je dirais, le gros point fort de la solution. La fonctionnalité, on peut intervenir dans le podcast. Moi, je l'ai testé une fois. Alors, c'est vrai que je ne fais pas voilà, des podcasts avec Notebook M tous les jours, mais les gens, les deux personnes qui sont en train de converser sur le sujet s'arrêtent et disent ah, on a quelqu'un qui veut intervenir et je peux poser ma question et on répond, etc. C'est assez impressionnant, effectivement. Il y a plusieurs formats aujourd'hui d'utilisation. Alors, nous, on utilise la version gratuite, hein, a priori, donc avec des fonctionnalités qui sont déjà très avancées, je trouve en comparaison à d'autres outils comme ChatGPT où les fonctionnalités gratuites sont intéressantes mais souvent limitées, soit dans le temps, soit dans le nombre d'itérations ou l'usage des pièces jointes uploadées. Et on a aussi des versions Notebook LM+, et des avantages de forfait. Toi, Florent, tu as exploré un peu ces options-là? Je dirais, moi, je suis gros utilisateur de la version gratuite. Voilà, je l'utilise de manière modérée, en fait. Hein. Je trouve les fonctionnalités très intéressantes, mais voilà, j'ai pas besoin de générer, comme on le voit ici sous les yeux, plus de 5 audios par jour, en fait. Donc, la version gratuite me suffit, je dirais, aujourd'hui amplement.
Après, ce qui peut être intéressant, c'est la version entreprise, qui permet, entre guillemets, de mutualiser ses travaux, mutualiser ses sources de données et faire en sorte d'avoir un vrai outil collaboratif, dans le sens où aujourd'hui, je suis en vase clos avec mes propres documents, mes propres sources. Et ce qui peut être intéressant dans le cadre voilà, d'une PME, c'est de mutualiser les sources. Donc, on peut avoir la possibilité d'en avoir un nombre beaucoup plus important. Et puis de travailler et de pouvoir interagir avec ses collègues dans la génération de ces contenus qui peuvent être bien des questions fréquentes, des résumés, qui peuvent être des podcasts, et puis capitaliser sur l'intégralité des données à disposition. Et ça, je trouve, c'est ça le gros intérêt de la version payante et de monter en gamme, à moins que vous ayez une utilisation qui soit très, très, très importante de l'outil, en fait. Effectivement. Les cas d'utilisation en entreprise, donc voilà, on a balayé un peu les choses qui se font, potentiellement les différentes possibilités, les usages aussi qu'on en fait. Il est possible voilà, de rassembler des bases de données interactives pour des manuels techniques, de centraliser des documents, par exemple financiers pour une préparation fiscale. C'est des choses un peu fun qui existent. On a des moteurs de contexte de projet, on peut synthétiser des notes de réunion, faire de la gestion documentaire, faire des FAQ, Frequently Asked Questions. Je ne sais pas si vous avez remarqué, vous avez certainement remarqué, mais sur beaucoup voilà, de sites internet, ou quand on vend des produits, on a ces pages de questions fréquentes. Ça marche très très bien parce que vous uploadez toute votre documentation et vous lui demandez de rédiger ces questions fréquentes. C'est extrêmement puissant et il marche très très bien là-dessus. Vous pouvez comparer des différents résultats financiers avec des tendances. Vous pouvez générer évidemment automatiquement des analyses ou des podcasts spécialisés. Donc il y a pas mal de choses qui peuvent s'utiliser dans l'entreprise. C'est pas un gadget, hein, il y a des choses qui sont assez concrètes dans l'utilisation vraiment d'un point de vue entreprise. Toi, je ne sais pas pourquoi tu l'utilises le plus, Florent. Je vais l'utiliser effectivement pour faire des synthèses de documents, pour faire des questions fréquentes. J'ai aussi vu beaucoup de personnes dans le domaine de l'éducation, de la formation, qui chargent leurs cours dans l'outil, qui demandent à Effectivement. l'outil de générer des questions. Et bien entendu, l'outil va être capable de gérer la question et la réponse. Puis il compare, hein, en fait. Hein, c'est un outil que je trouve assez idéal pour pouvoir réviser et approfondir ses connaissances. Et puis, j'utilise aussi beaucoup, moi, dans tout ce qui est synthèse de contenu vidéo. Voilà, il y a des sujets parfois qui m'intéressent. Je vais sur YouTube, voilà, j'ai des vidéos qui font 50 minutes. Voilà, j'ai pas forcément le temps, entre guillemets, de la visionner en intégralité. Puis j'ai deux, trois vidéos sur ce sujet-là. Bah, je vais utiliser la fonction de synthèse de Notebook LM. Et puis, une fois que ça a été synthétisé, bah, c'est quand même plus facile à consommer sous forme d'un audio. Donc, je redemande à l'outil de me générer un audio bah, qui est bien entendu beaucoup plus court. Et puis, voilà, l'heure et demie de vidéo YouTube, je la transforme en 10 minutes sur les sujets intéressants sous forme d'un audio. Et ce qui me permet de gagner du temps et puis d'être beaucoup plus efficace, hein. Très bien. Donc, de la synthèse, beaucoup, et puis effectivement du traitement d'informations, puisque c'est quand même la vocation de base un peu de tous ces outils. On ne peut pas se baser non plus sur une excellente fiabilité dans la génération de contenu suivant ce qu'on fait. Mais à partir du moment où on les nourrit bien avec les bonnes sources, comme on l'a dit avec Florent, on peut traiter de l'info, la synthétiser, la reformuler. Et c'est pour ça que l'exemple que tu donnais dans le cadre, par exemple, de la formation de la pédagogie est effectivement très intéressant parce que ça va permettre d'alimenter avec des sources fiables et de construire des contenus ou des scénarios pédagogiques ou même des leçons. Je vous propose d'aller faire un tour dans l'outil. Si ça te va, Florent, on va faire un tour dans le mien. Plaisir, hein. Bon, vous verrez, Même si là, l'interface est hyper simple et intuitive. ouais, Je dirais, voilà, la prise en main est quasi immédiate en fait, hein. On a vraiment un outil qui est très simple à utiliser. complètement. C'est vraiment, vraiment très, très simple. Donc, je suis passé dans la page d'accueil. Et puis, dans la page d'accueil, en fait, j'ai un panneau avec toutes mes notes, puisqu'il s'agit d'un notebook. Donc, j'ai différentes notes sous forme d'un post-it. Et je peux ensuite arriver dans une de mes notes qui va être en fait détaillée en plein de sous-contenus. Donc là, par exemple, j'ai pris un exemple très très simple qui fait double emploi. Je vous invite d'ailleurs à creuser ce sujet. Les Google Docs, qui sont en fait des moyens techniques d'avoir des résultats Google très typés. Exemple, si vous cherchez par exemple que des PDF qui ont dans le titre, dans l'expression marketing digital, vous avez avec un système de guillemets
et de points et de crochets, de pouvoir lister instantanément dans votre recherche Google tous les liens, toutes les pages qui sont des PDF dans lesquels, dans le titre, il y a marketing digital. Donc les Google Docs, c'est des outils voilà, tout à fait accessibles et tout à fait utilisables qui permettent d'aller plus loin dans les recherches Google. Sachez juste que, je dirais, 95% des gens utilisent Google de la manière standard. Hein. Comme vous et moi, ils vont poser une question. Et puis, vous avez des profils un peu plus, je dirais, affûtés ou des référenceurs avec un gros niveau, comme Florent, par exemple, qui vont pouvoir aller chercher des choses plus typées, plus précises dans Google. Ils utilisent le même Google que vous, sauf qu'ils lui posent des questions différemment. Excusez-moi, je ne comprends pas. Ça, c'est mon Google à moi qui se met en route dès que je dis Google. Toutes mes excuses. En fait, ce qui se passe, c'est que j'ai la possibilité, avec cet outil, d'aller uploader des sources. Donc là, par exemple, je suis allé chercher des PDF sur la colonne de gauche. Je les ai uploadés. Je peux ajouter une source si je veux, par exemple. Et là, tout à coup, il va me proposer plein de solutions. Donc, je peux connecter des Google Docs, je peux connecter des Google Slides, je peux mettre un lien de site web, je peux mettre un lien YouTube pour une vidéo, je peux copier-coller du texte, ou je peux sélectionner des sources qui vont être dans mon ordinateur. À partir de là, ces sources vont s'afficher ici. Donc là, j'ai 3 sources, par exemple, que je peux cocher ou décocher si j'ai envie qu'elles soient utilisées dans ma recherche et mon échange avec la machine. L'échange avec la machine va se situer ici. Donc, j'ai une barre où je peux lui poser des questions, lui demander de faire des choses. J'ai la possibilité ici déjà d'avoir des pré-boutons avec des pré-fonctions comme ajouter une note, document de synthèse, audio. Et puis là, j'ai déjà un petit résumé de mes 3 sources qui apparaît automatiquement. Donc, je peux lui poser une question, résume ce que sont les Google Docs, par exemple. Hein. Et là, il va aller puiser dans mes sources, évidemment, et il va me proposer en différents points un texte. Donc les Google Docs, également appelés Google Hacking, sont des techniques qui utilisent des opérateurs de recherche avancés et il va me les lister. Et vous voyez, à chaque fois, il me met un petit point avec un chiffre qui correspond en fait à une source et il va chercher dans la source que je lui ai donnée où se trouve le contenu et où il l'a puisé. Donc vous pouvez instantanément retrouver les choses dans la source. Donc là, il m'a fait voilà, petit résumé. J'ai la possibilité de faire un copier si je veux, évidemment, copier et coller ce contenu quelque part. Je peux l'enregistrer dans une note et j'ai une note qui apparaît ici. C'est quoi les notes? Ça serait un peu comme des gros post-it dans lesquels je mets mon contenu et je peux en fait me garder les notes dans un coin et les réutiliser après. Je peux les supprimer ou je peux les réutiliser quand je le souhaite avec ici la possibilité de convertir par exemple en source, c'est-à-dire que, admettons que j'ai rassemblé plein de contenu dans une note, je la convertis en source et hop, elle va réapparaître automatiquement ici et je peux m'en resservir si je souhaite retraiter mon contenu. Donc c'est extrêmement puissant pour ça. J'ai vraiment la possibilité de dispatcher mon information, de pouvoir me créer en fait un panneau quelque part où je vais pouvoir réutiliser mes contenus. Je peux donc itérer avec la machine et puis je peux faire ici une conversation approfondie. Alors, on ne va pas vous le faire en live parce que ça prend un certain temps, mais je peux par exemple personnaliser mon contenu. Je peux lui demander de ne parler qu'en français, par exemple. C'est ça qui va donner ce charmant accent québécois dont parlait tout à l'heure Florent. Et puis, je peux lui demander de se concentrer sur un thème spécifique ou de cibler un public spécifique. Faire un podcast, je ne sais pas, pour les débutants sur les Google Docs. Et là, la conversation va être orientée plutôt sur les débutants. Ensuite, je génère et il va me résumer de manière audio le contenu. Voilà pour les grandes lignes, vraiment les fonctionnalités de base. Florent, est-ce que tu souhaites ajouter des choses peut-être sur cette partie-là? Oui, en fait, il y a peut-être deux petites choses qu'on peut ajouter. En fait, il y a la première par rapport aux sources. Moi, dans mon fonctionnement, ce que je fais, j'utilise beaucoup Perplexity, qui va me permettre de pouvoir aller identifier sur une thématique donnée des sites web, des PDF et des vidéos YouTube. Comme ça, dans un deuxième temps, ça me permet d'alimenter facilement mes sources. Parce que voilà, si je veux travailler sur des documents, faut quand même à la base que j'ai des sources qui soient qualitatives. Donc, on peut combiner Perplexity et Notebook LM. Je dirais que ça ne se fait pas de manière 100% automatisée, mais je vais sur perplexity.ai, je fais ma recherche. Dans ma recherche sur Perplexity AI, j'ai possibilité de remonter des PDF, des sites web
Et des YouTube, j'identifie ceux qui me paraissent les plus pertinents. Et puis, dans un deuxième temps, je les charge comme source, en fait, tout simplement. Tout à l'heure, pour revenir sur la partie résumé audio, on a évoqué la possibilité de participer à ce podcast en interagissant. De quelle manière ça fonctionne? C'est donc là où Frédéric vous a demandé et montré de quelle manière on pouvait générer notre podcast en appuyant sur le bouton générer. Et une fois qu'il est généré, ça va vous mettre un petit bouton qui va vous permettre de lancer le podcast. Et quand vous allez lancer le podcast, vous allez voir apparaître un autre bouton qui va vous permettre d'interagir dans le podcast directement. Donc, ouais, c'est très, très simple à utiliser. C'est effectivement très très simple et c'est très accessible. C'est-à-dire que si vous avez, bon, il faut quand même un compte Gmail, sauf erreur, parce que c'est un outil Google, hein. Je peux Oui, peut-être me exact. tromper, mais c'est un compte Gmail. Si vous avez un compte Gmail, vous pouvez vous créer un notebook LM ce soir et tester cette fonctionnalité podcast. C'est vraiment bluffant. Je vous ai mis dans le chat Perplexity, donc l'outil que cite Florent, hein, qui est Perplexity AI, qui est aussi un des premiers GPT-like, sauf que sa particularité à lui, c'était de pouvoir aller vraiment chercher ses sources et surtout les citer. Donc, ça permet d'avoir des recherches qui sont assez poussées, des recherches documentaires qui peuvent être assez poussées et qui permettent ensuite de basculer tout ça dans Notebook LM. La vocation de Notebook LM, comme on l'a dit, c'est vraiment de traiter de l'information en masse jusqu'à 50 sources et de pouvoir travailler sur ce contenu-là. D'un point de vue interface, c'est différent d'un ChatGPT, c'est différent d'un Claude et c'est plus performant, je trouve, pour travailler avec des sources. Je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais aujourd'hui, un Claude ou un ChatGPT, pour moi, sans source, n'a pas beaucoup de valeur, entre guillemets, parce que sur des fonctionnalités poussées, il va être soit approximatif, soit carrément parfois à côté de la plaque dans la génération de contenu. Donc à chaque fois, pour moi, c'est important de bien le nourrir. Et là où je trouve que Notebook LM est très très fort, c'est que justement, on peut beaucoup le nourrir et traiter de manière beaucoup plus ciblée l'information. Encore une fois, vous avez la possibilité, si vous lui posez des questions, de sélectionner certaines sources ou de désélectionner des sources que vous ne voudriez pas qu'il utilise dans la génération de sa réponse. Donc c'est vraiment pour ça très très bien fait. Est-ce qu'on a tout dit sur l'interface, J'ai peut-être Florent? juste un petit dernier point, en fait. C'est Oui. effectivement ce qui est aussi intéressant, c'est le fait que si Fred pose une question dans la barre de chat qui n'a rien à voir avec les Google Dorking, on va voir que cette IA va être entre guillemets responsable. Elle va lui dire que malheureusement, il n'est pas possible de répondre à cette question. Et ça, je trouve que c'est intéressant parce que ça évite un petit peu les effets de bord ou le baratinage qu'on peut avoir du côté de ChatGPT où il va toujours nous dire oui, il va nous répondre même s'il n'a pas d'informations à côté de la plaque, ce qui présente un risque qui est beaucoup plus élevé. Et là, dans cet environnement, en fait, si il n'a pas les sources, pas les informations, il le dit là, comme on le voit sur l'écran, d'une manière très très claire. Effectivement, je lui ai demandé quel temps fait-il. Il m'a dit les sources ne contiennent pas d'informations sur la météo. Par conséquent, je ne peux pas répondre à ta question. Il semblerait que notre Notebook LM soit pas là pour se faire des amis, d'après ce que je comprends. Là où un ChatGPT va être effectivement très arrangeant et très, ouais, très sympathique et toujours arrangeant dans ses réponses. Ok, très bien. Je vous propose de repasser sur les différentes slides afin qu'on puisse avancer sur ce contenu. N'hésitez pas à poser vos questions dans le chat, hein, si vous avez des questions. On y répondra bien sûr avec plaisir juste après. Le but est vraiment de pouvoir échanger sur cet outil, de vous aider à voir son utilité, à voir si ça fait du sens pour vous de l'utiliser et évidemment de le tester. Conseils et meilleures pratiques, évidemment, la question des sources, hein, c'est toujours le nerf de la guerre. Vous pouvez, comme l'a dit Florent, combiner avec d'autres outils IA pour les analyses. Lui, il le fait avec Perplexity, c'est effectivement une très très bonne technique. Moi, je mets du ChatGPT ou du Claude a posteriori pour générer les textes ou travailler les textes parce que je les trouve un peu plus performants là-dessus. Quand est-ce qu'on peut utiliser Notebook LM? La plupart du temps, c'est quand on doit faire vraiment attention aux erreurs et avoir une faible tolérance à l'erreur. Quand il y a de multiples formats à gérer, on ne se rend pas compte, mais c'est extrêmement confort quand vous devez travailler sur un sujet de pouvoir uploader à la fois des PDF, à la fois des vidéos, à la fois des Google Docs. C'est vraiment très très confort et de pouvoir générer des notes et ensuite les rebasculer dans des sources, c'est vraiment très pratique et très utile. Et puis les précautions, alors on l'a mis, mais bon voilà. On peut imaginer que Google puisse évoluer dans l'outil. Aujourd'hui, ça fait un moment qu'il est en place, mais il a été quand même un bon moment en phase de test. Aujourd'hui, il est gratuit. Il y a des versions plus qui se développent. Il y a quand même peu de chances que l'outil disparaisse. Mais on vous invite,
comme d'habitude, évidemment, à sauvegarder ou à stocker les contenus que vous allez générer quelque part si vous travaillez 3 à 4 heures dessus. Voilà, on ne sait jamais, il peut y avoir des crashs. C'est déjà arrivé avec des outils comme ChatGPT ou Claude. Donc, prudence par rapport à ça. Si vous générez de la valeur, pensez bien à la stocker. Comparaison NotebookLM versus ChatGPT, on s'est dit que ça pourrait être utile, étant donné qu'on a une majorité de gens qui utilisent ChatGPT, de pouvoir comparer les deux. Alors, avant de répondre évidemment à vos questions, on va se lancer dans un petit comparatif. NotebookLM, c'est donc un assistant de recherche et d'analyse. C'est vraiment comme ça qu'on le conçoit, comme un livre de notes dans lequel on va mettre des post-it, des synthèses, des notes, etc. Et qui va nous permettre en fait d'apprendre sur des sujets complexes et de résumer des informations complexes. Et puis, ChatGPT, lui, va peut-être être plus utile sur des choses pour de la conception ou de la génération de contenu, vraiment, dans le sens où voilà, NotebookLM est très factuel et se base sur ses sources. ChatGPT, lui, est un peu plus, je dirais, original et fantasque. Ça implique du risque, évidemment. Ça implique que parfois, voilà, il soit complètement à côté de la plaque ou il soit dans l'erreur. Mais il y a quelque chose de plus ouvert et de plus performant, je trouve, dans les capacités de rédaction à partir du moment où ChatGPT est bien sûr bien briefé. On est d'accord. On est tous conscients et conscientes des bêtises et du travail contre-productif qu'il peut faire. Ensuite, sur la slide d'après, pardonnez-moi, hop, on a l'objectif principal et les fonctionnalités. Donc, comme je l'ai dit, la création de contenu avec ChatGPT, la personnalisation avancée grâce au GPT personnalisé. Donc, vous le savez, hein, si vous avez une version payante de ChatGPT, vous pouvez créer vos propres GPT pour des fonctions très spécifiques, ou vous pouvez utiliser des GPT qui existent déjà. Je pense à un exemple qu'on cite souvent avec Florent qui est Kayak, qui va vous permettre de booker votre voyage, ou un GPT comme celui de Whimsical qui vous permet de faire des mind maps assez poussées, juste avec une simple commande dans GPT, et ça fonctionne très très bien. NotebookLM, lui, va vous permettre d'organiser des connaissances et de manière très efficace avec des sources multiples. Donc c'est vraiment, quand on regarde bien, des objectifs très très différents. Plus on avance et plus on se dit, voilà, c'est vraiment des choses très différentes. ChatGPT, alors Florent, tu interviens si tu as des inputs par rapport à ça, mais sur la gestion des sources et de l'information, on doit souvent repartir de zéro à chaque conversation avec GPT, sauf si effectivement on suit toujours le même fil, mais en fonction des sujets, on est un peu coincé. On peut intégrer des sources externes, mais c'est moins intuitif que NotebookLM dans l'upload des sources, comme on l'a dit. Encore une fois, NotebookLM, vous uploadez vos PDF, vos vidéos, vos Google Docs, c'est extrêmement performant. Et puis, il y a un contexte qui est gardé en mémoire avec des documents importés pour une meilleure continuité et surtout sur NotebookLM, cette possibilité de rédiger les notes et de les basculer en source après, ce qui fait qu'au niveau de la gestion de l'information et du contexte, je dirais que NotebookLM est plus puissant pour traiter et synthétiser de l'information en grande quantité. Je ne sais pas ce que tu en penses, Florent, si tu es d'accord avec moi. Oui, moi, c'est effectivement très bien résumé, hein. Je n'ai pas grand-chose à ajouter de plus. Pour moi, je dirais la grosse force de NotebookLM, c'est le mixte entre des sources externes et mes propres sources. C'est là où je trouve qu'il y a un vrai avantage par rapport à ChatGPT. Et puis, bien entendu, des notebooks, je peux en créer autant que je veux. Là, on en a créé un sur les Google Quark, mais je peux voilà, les thématiser sur différents sujets. Je peux les faire évoluer en termes de sources. Et c'est ça qui est vraiment, vraiment important. Et puis, je maîtrise, entre guillemets, la qualité de mes contenus. Je sais d'où l'information vient, j'ai possibilité de la recouper, j'ai possibilité d'aller la vérifier dans le document. Et ça, je dirais, c'est un gros atout par rapport à ChatGPT. ChatGPT, on a quand même possibilité de le faire, mais il reste quand même toujours un petit peu flou quand on lui demande de citer ses sources. Voilà, de temps en temps, il va nous glisser un site web en nous expliquant qu'il a trouvé une partie de l'information là, mais il est beaucoup moins transparent sur la source de l'information. Effectivement. N'hésitez pas à poser vos questions dans le chat. Si vous en avez, bien sûr, on y répondra avec plaisir. ChatGPT rédige du contenu de manière fluide et intuitive avec les GPT personnalisés pour des réponses adaptées, comme on l'a dit. Et puis, notre NotebookLM, c'est vraiment synthèse documentaire avancée et analyse multisource pour générer des notes détaillées. Les capacités audio, alors là, c'est là où ça fait la différence. Alors, est-ce que ça reste un peu gadget ou pas? On va voir comment vraiment l'outil évolue. Mais ChatGPT n'a pas de fonctionnalité audio intégrée en dehors de ce qui fonctionne avec la version
la version plus sur téléphone si vous l'utilisez, mais c'est une version où on va simplement échanger avec la voix de GPT, mais ChatGPT ne va pas générer d'audio comme il génère du texte ou comme il génère une photo. Et ça, c'est vraiment la différence avec NotebookLM, c'est qu'il va générer des aperçus audio de haute qualité avec de la personnalisation des podcasts pour faciliter l'apprentissage. Je donne un exemple très simple. On citait l'univers de l'éducation tout à l'heure. On avait l'exemple, par exemple, de faire un cours. Vous faites un cours pour des participants ou des étudiants, des apprentis, peu importe. Vous avez un cours qui n'est pas forcément digeste ou pas simple ou très dense. Vous avez la possibilité de générer un podcast. Alors, effectivement, aujourd'hui, c'est encore en anglais ou en français avec un accent, etc. Mais à terme, d'ici peu, à la vitesse où vont les choses, on pourra générer du contenu audio qu'on pourra consommer dans les transports en commun pour voilà, se plonger dans une matière ou apprendre sa matière. Aujourd'hui, avec ChatGPT, on peut générer le contenu texte, le passer dans un outil comme Eleven Labs, par exemple, où on fait des chansons sur Suno, des comptines pour vos jeunes enfants qui doivent apprendre à compter ou des choses comme ça. Mais on est obligé de passer par un outil tiers. Aujourd'hui, NotebookLM propose de tout faire dedans. La mémoire et la personnalisation, on a des limites sur GPT, comme on l'a dit. Avec NotebookLM, on a une mémoire locale sur un projet donné, mais pas forcément entre différents notebooks. C'est plus vraiment structuré pour travailler sur un sujet précis dans la durée. Et ça, c'est vraiment ce qu'on apprécie en fait sur NotebookLM, là où un ChatGPT va être plus compliqué. Les limites et les inconvénients, tu l'as dit, Florent, tout à l'heure, on a un manque de précision sur GPT sur certaines informations qui nécessitent des vérifications. Pour la petite anecdote, en préparant ce webinaire, j'ai demandé à ChatGPT plus d'infos sur NotebookLM. Il m'a dit que c'était un outil OpenAI. Et c'est pas une blague, hein, j'ai fait un screen tellement c'était énorme. Et je lui ai dit, mais tu es sûr que NotebookLM, c'est OpenAI? Il m'a dit, ah, effectivement, peut-être pas, c'est plutôt Google. J'ai dit, bah, merci pour la réponse, mais pas merci pour la précision, effectivement, puisqu'il avait attribué NotebookLM, qui est un outil 100% Google, à OpenAI. NotebookLM, lui, est moins intuitif pour créer du contenu de zéro. Honnêtement, vous l'avez vu, hein, il est quand même beaucoup plus straight to the point. Et s'il n'y a pas d'information dans ses sources, il ne traitera pas le contenu, ou en tout cas, il ne le générera pas. Et il est moins flexible pour certaines tâches spécifiques. Je ne sais pas si, Florent, tu as des choses à ajouter sur les avantages ou les inconvénients, enfin les limites. Non, je pense qu'on est tout bon. Très bien. Les cas d'utilisation, on les a déjà évoqués, mais je les remets là au cas où. Idéation et brainstorming pour ChatGPT, alors avec des limites, hein, uniquement s'il est bien briefé. Création de contenu, et réutilisation et adaptation du contenu existant. À titre personnel, c'est ce que je fais quand j'ai besoin de générer le contenu dans une certaine forme. Je vais le prendre sur NotebookLM, parce que NotebookLM a très très bien travaillé avec mes sources et il a bien synthétisé les choses et bien organisé les choses. Et je demande à ChatGPT de le passer un peu à une certaine moulinette avec un ton, avec un public cible, avec un contexte, afin d'avoir un contenu qui soit beaucoup plus adapté et un peu moins robotique ou comment dire, formel. Réutilisation et adaptation du contenu existant, comme je disais, NotebookLM apprend sur des sujets complexes, enfin permet un apprentissage sur des sujets complexes. Il fait des synthèses de documents longs. Encore une fois, vous lui mettez 50 sources et il n'est pas du tout effrayé. Organisation et structuration de connaissances et création de podcasts à partir de sources variées. Une petite conclusion par rapport à tout ça, c'est un tableau récap, c'est juste ce qu'on a dit, on l'a juste remis là quand même dans les grandes lignes. Moi, je peux aujourd'hui dire que NotebookLM, pour moi, a des avantages marqués par rapport à ChatGPT et qu'aujourd'hui, je peux me passer d'un ChatGPT dans le sens où je vais travailler peut-être avec un NotebookLM et un Claude, par exemple. Je ne sais pas, toi, où tu te situes par rapport à ça, Florence, sur NotebookLM? Je dirais sur l'utilisation de NotebookLM, moi je l'utilise beaucoup sur la partie audio, comme on l'a dit tout à l'heure en amont en fait, et je l'utilise, je dirais, énormément sur ce sujet-là, chose que je peux difficilement faire avec d'autres outils IA. Pour la petite histoire, il y a quelques mois, je crois que j'en avais parlé dans un des webinars, j'avais créé une automation qui utilisait des outils pour aller me synthétiser des newsletters sous forme d'audio. C'était d'une complexité énorme. Aujourd'hui, voilà, si je veux synthétiser ce genre d'éléments avec NotebookLM, je peux le faire très facilement. Voilà, en listant des sujets, les adresses des newsletters, et puis l'outil va me faire toutes ces petites synthèses vocales de manière ultra rapide. Et ça, je dirais, c'est le gros intérêt pour moi, à mes yeux, en fait, hein, de NotebookLM.
Et puis, je pense que c'est un outil sur lequel on peut parier. En fait, aujourd'hui, je pense que dans le monde qu'on vit, il y a les utilisateurs pro Google qui utilisent la suite Google Doc, Google Slide, et puis Google Sheet et Gmail. Et puis, il y a les utilisateurs Microsoft. Et je pense que Notebook LM, en fait, a pour véritable potentiel de devenir l'équivalent de Copilot. Et là, ça deviendra très, très intéressant. Parce qu'aujourd'hui, c'est quelque chose qui manque un petit peu dans la suite Google, hein. Dans la suite Google, aujourd'hui, j'ai du mal à avoir ces fonctionnalités d'intelligence artificielle dans mon Google Sheet ou dans mon Google Doc. Et je pense que voilà, cet outil va évoluer dans cette direction-là, ce qui en fera vraiment un outil vraiment, vraiment utile, je dirais pour son quotidien, hein, pour faciliter des résumés de texte directement dans Google Doc, faciliter des réponses à des emails, des rédactions d'emails. Et là, on va trouver une grosse plus-value, surtout qu'il y a la brique, je dirais, audio, qui n'est pas du tout présente aujourd'hui du côté de Copilot. Effectivement. Merci pour ces précisions. On arrive au terme des slides. Ce que je te propose, Florent, si tu es d'accord, et si vous êtes d'accord dans le chat, c'est évidemment qu'on prenne en compte les questions et qu'on y réponde. Encore une fois, n'hésitez pas. Le but est vraiment de pouvoir échanger avec vous sur ce sujet-là, afin de vous faire une idée très précise de notre Notebook LM, voir si ça a une utilité pour vous. Et je vous invite encore une fois, après ce webinaire, à vous créer un compte et aller converser avec la machine. On a une question de Alain. Est-ce que tu peux uploader des fichiers Office ou seulement Google? Alors, on peut faire les deux, c'est-à-dire qu'on peut aller chercher directement des fichiers Google via son Drive, et j'ai aussi possibilité d'uploader des fichiers qui sont stockés directement sur mon laptop, hein, des fichiers Office. Il va pouvoir gérer les docs, les Excel, il va quand même nous les demander de les convertir en un format TXT pour pouvoir les uploader. Et j'avoue ne pas avoir essayé de lui charger des fichiers PowerPoint en fait. Je sais qu'on peut transformer des PowerPoint en PDF et les charger, et puis il va être capable de les analyser. Mais je ne sais pas si on peut, j'ai pas testé, lui charger directement des fichiers PowerPoint. J'ai pas testé non plus, effectivement, mais la solution PDF me paraît tout à fait appropriée. On a une question. Est-ce que les PDF lourds, entre guillemets, sont aussi traités ou est-ce que quand le fichier est trop gros, il n'est pas analysé? C'est une bonne question. J'ai jamais eu, moi, de problème sur des fichiers Pareil. PDF. Ouais. Je pense qu'à partir du moment où on est sur des tailles de fichiers PDF optimisés pour le web, c'est-à-dire qui sont voilà, téléchargeables via des recherches Google ou via des sites, je pense qu'il n'y a pas vraiment de frein. Bien évidemment, si on essaye avec un PDF qui est conçu pour l'impression, pour une brochure de 100 pages, ça risque peut-être de coincer à un moment donné. Mais ouais, Moi, j'ai chargé des fichiers jusqu'à 10 mégas sans problème en fait. ouais, ok, très bien. Ouais, je pense pas qu'il y ait vraiment de frein. Une question de Jérémy, est-ce qu'il y a une API pour Notebook LM? Je te laisse répondre, Flan, mais je pense que non, Joker. non, il me semble pas qu'il y en ait en fait. C'est ça que je voulais dire juste avant. Alors, je sais pas si c'était une info différente. Il me semble pas qu'il y ait d'API ouverte, enfin publique aujourd'hui pour Notebook LM. Connaissance non plus. En fait, on a des API avec Gemini, qui est entre guillemets le moteur de Notebook LM. Mais je pense pas qu'on puisse s'interroger directement Notebook LM comme on peut le faire du côté d'OpenAI avec son API, hein. Ouais, je crois pas. Dans des outils comme Make non plus, d'automation, il y a pas de connecteur, hein, il me semble pas, hein. Je ne les ai pas Ouais, encore vus apparaître, non. ouais, j'ai pas vu non plus. Question de Jessica, est-ce que c'est possible de détailler comment on peut adapter les podcasts qui sont générés? Alors tout à fait, je peux reprendre la fenêtre et montrer en fait en quelques détails. Alors ça reste de l'IA générative, donc on va avoir en fait une commande tout simplement textuelle, hein. C'est-à-dire qu'on a la conversation là qui est proposée en deux hôtes, anglais uniquement. Alors il met anglais uniquement entre parenthèses, c'est assez marrant parce que si dans personnalisé, vous pouvez lui demander avec une phrase voilà, très incisive Simple. et sans détour que vous voulez qu'une conversation en français et que les deux personnes doivent parler en français. Donc là, en fait, il propose hein, sur quoi les autres pardon, doivent-ils se concentrer. Et c'est là, en fait, qu'on va rentrer un maximum d'éléments de contexte pour générer un podcast tel qu'on soit. Donc, est-ce qu'on se concentre sur une des thématiques de notre sujet ou quelque chose de précis? Est-ce qu'il y a des points à approfondir? Est-ce que, il y a un public spécifique, donc un public de débutants, d'utilisateurs avancés, de connaisseurs, voilà. Et puis, est-ce qu'il faut utiliser une source spécifique parmi celles qu'on a uploadées?
Moi, alors peut-être que mon raisonnement est mauvais, Florent, tu me dis ce que tu en penses, mais j'aurais tendance à dire que je demanderais à ChatGPT ou à Claude de contextualiser ça. C'est-à-dire que je lui dirais, je dois, comment dire, donner des règles à Notebook LM pour adapter la génération de l'audio pour un public un tel, pour un niveau de connaissance à tel niveau, pour tel sujet, et je le ferai générer par ChatGPT. Je sais pas ce que tu en penses, Mais non, non, Florent. je pense que c'est la bonne méthode. Je pense que c'est la bonne Ouais, méthode, effectivement. Et puis plus on va être précis sur ces éléments-là, plus bah, le rendu va être pertinent. ouais. C'est vraiment, là, on est vraiment face à c'est pas des contraintes, mais en tout cas, ces particularités de l'IA générative où on va devoir être vraiment très clair dans le contexte et dans ce qu'on attend. Plus on va être contextualisé et plus on va être précis et plus le résultat se rapproche. Malheureusement, c'est pas comme dans, par exemple, un outil voilà, comme Excel où on va avoir une formule précise qui marche ou qui marche pas. C'est là, là, il faut être le plus précis possible avec notre contexte, avec nos besoins et ça reste voilà, des commandes textuelles. Je pense que voilà, utiliser ChatGPT pour le générer est une bonne démarche. Il a souvent sur ce type de commande, moi je m'en sers aussi pour Midjourney par exemple pour générer des images. Je fais générer mes prompts par ChatGPT parce que souvent il pense à des choses auxquelles on ne pense pas en fait. Bien entendu, le podcast, on a possibilité de le télécharger. Donc ça, c'est une information intéressante. C'est-à-dire que si je le télécharge, bah, j'ai possibilité, bah, entre guillemets, de l'adapter, de le raccourcir si je le souhaite. Et j'ai possibilité aussi de le partager via un lien. En fait, on a les mêmes pictos que dans les interfaces Google classiques, où j'ai possibilité de le partager avec des personnes que j'aurais choisies ou avec éventuellement toutes les personnes qui auront le lien à disposition. Effectivement. Euh, juste, bah, du coup, je rebondis sur la question d'Andrea. Est-ce qu'il est possible de rendre public ces travaux de Notebook LM? Est-ce qu'on peut les partager? Alors, il y a des versions d'abonnement où on peut partager les choses, hein, je crois que c'est entreprise ou plus. Mais il me semble qu'on peut faire du collaboratif, je crois, avec un certain abonnement. Après, sur la question du partage, j'ai jamais tenté. Il me semble pas que sur la version de base, on puisse partager. Pour moi, j'ai possibilité de partager en fait, hein, Quoi, tu peux? des éléments. Ouais, mais sur la version texte, Ouais, tu j'ai la dis? version gratuite, et puis moi j'ai Ok. effectivement en haut à droite en fait, hein, dans l'interface, j'ai un petit bouton partager qui me permet de partager mes notebooks avec des personnes. Et je peux partager notebook par notebook. Donc j'ai quand même une granularité au niveau des droits. Puis après, j'ai possibilité de partager audio par audio. Pareil, pour avoir une granularité au niveau des droits, en fait. Effectivement, tu as raison. Alors toi, tu as des amis, moi j'en ai pas. C'est pour ça que je partage pas. Mais vous avez la possibilité ici de partager avec le bouton partager, donc qu'on a en haut. Je l'ai jamais fait, hein. Moi, je découvre en même temps que vous là-dessus. Comme le disait Florent, donc je peux partager, je peux ajouter des personnes, notifier des personnes. Finalement, tu me dis si je me trompe, Florent, mais on est sur les mêmes fonctionnalités que la suite Google, en fait, au final. Exactement. Donc Ouais. là, j'ai partagé dans le chat un petit lien, en fait, d'un audio que j'ai généré, mais très très rapidement, hein, avec Notebook LM pour que vous puissiez vous rendre compte ce à quoi on peut s'attendre en termes de rendu, hein, mais il y avait peu d'indications dans le niveau de personnalisation. Voilà, j'ai juste pris quelques sources, appuyé sur le bouton générer, et puis ça vous permet de voir un petit peu ce que l'outil est capable de générer. Bien, merci pour cet exemple et pour avoir rectifié mes informations qui étaient complètement fausses. Est-ce qu'on a d'autres questions dans le chat? Je ne sais pas si toi, Florent, tu souhaites ajouter des choses par rapport à tout ce qu'on a partagé. Non, non, pour moi, je pense qu'on a été très exhaustif sur le sujet. Yes. Alain nous fait une Euh, petite boutade, j'en profite pour le remercier en fait, hein, c'est un fidèle, des fidèles, Alain. ouais, Effectivement, j'ai effectivement, changé de voix. Alain qu'on voit régulièrement sur les webinars et sur les événements présentiels. Prochain événement présentiel, mesdames et messieurs, à Genève, le 20 mars, marketing B2B. Si vous êtes à proximité, évidemment, n'hésitez pas à nous rejoindre. Ça va être une soirée très intéressante avec nos invités de chez Salt, Michael Page, EMS, Electromedical System. Et puis, je me permets peut-être de partager dans le chat un lien si vous en avez l'envie. Vous pouvez nous laisser une review sur Google, un avis Google,
Ça nous fait très plaisir. Je sais que parmi vous, il y en a beaucoup qui l'ont fait déjà et je les remercie sincèrement. Mais c'est important aussi pour nous d'avoir voilà, des retours d'expérience par rapport à ça. Si nos contenus vous sont utiles, si nos événements vous plaisent, n'hésitez pas à nous faire une petite review, pas forcément mettre un commentaire, mais en tout cas une note. Ça nous aide beaucoup dans notre motivation, je dirais, à vous faire des contenus et à vous organiser des événements. Est-ce qu'on ajoute quelque chose, Florent, avant de se quitter? Je crois qu'on a plus de J'ai questions. une dernière question en fait sur Copilot. Pour moi, aujourd'hui, Copilot n'est pas vraiment l'équivalent. Copilot, en fait, pour petit rappel, ça va vous permettre d'avoir des fonctionnalités d'intelligence artificielle directement dans votre suite bureautique. Donc, dans Outlook, vous allez pouvoir résumer des emails, vous pouvez avoir un système d'aide à la rédaction. Vous allez pouvoir, dans Microsoft Teams, avoir des PV de séance, en fait. Vous allez pouvoir poser des questions sur ces PV de séance. Vous allez pouvoir demander à Copilot d'aller chercher dans vos documents stockés, soit sur votre OneDrive ou soit sur votre SharePoint pour en faire l'analyse. Donc, j'ai toutes ces fonctionnalités et c'est la force de Copilot, c'est d'avoir ramené de l'intelligence artificielle dans vos logiciels du quotidien. Donc aujourd'hui, Notebook LM a un fonctionnement qui est un petit peu différent, mais je dirais qu'à court moyen terme, Google va profiter de ces systèmes d'intelligence artificielle pour les intégrer dans sa suite. On le voit hein, d'un point de vue layout, d'un point de vue fonctionnement, je dirais que c'est très proche des autres outils et je pense que l'étape qui risque d'arriver, c'est qu'ils vont intégrer cette intelligence artificielle dans leurs outils, donc Gmail, Google Sheet, Google Doc, Google Slide, pour faciliter l'utilisation. Bien, merci pour ces précisions. Effectivement, quelques similarités, mais pas encore complètement. Je crois qu'on a fait le tour des questions, on a fait le tour de ce qu'on avait à partager. Encore une fois, c'est de la pratique. N'hésitez pas à vraiment aller chercher de l'info. Merci pour vos commentaires, toujours sympas et encourageants. On vous salue et on vous invite vraiment à aller fouiller un peu ce notebook LM qui est vraiment impressionnant et très très utile. On vous souhaite à toutes et à tous une très très bonne soirée. À très bientôt pour un prochain webinaire ou un événement en présentiel. Merci beaucoup Florent. Bonne soirée. Merci à tous, merci Fred pour l'invite.